Bonjour à tous, et donc je suis ravi de vous accueillir ce matin en compagnie de Pascal Kuczynski. L'objectif c'est de parler notamment d'un sujet qui nous tient à cœur chez Accelor, donc ça va être l'open source, et notamment autour de l'open source du catalogue du comptoir du libre. Donc Pascal Kuczynski, qui est aujourd'hui avec nous, fait partie de l'ADULACT, donc l'association des développeurs et utilisateurs des logiciels libres dans le domaine des administrations et des collectivités. Et dans ce cadre-là, notamment, il a accompagné un grand nombre d'entreprises dans le domaine de l'open source et son industrialisation. Voilà. Pascal, je te laisse la parole. Eh bien, merci. Merci Accelor de l'invitation et puis de donner l'occasion de parler de logiciels libres. Alors, effectivement, ADULACT est spécialisé sur les logiciels libres dans les métiers des collectivités. Juste un petit mot d'introduction sur l'association elle-même. On a fêté nos 20 ans il y a déjà 2 ans, bientôt 2 ans. On est une association loi 1901 dont l'objet est de faire la promotion des logiciels libres dans les métiers des collectivités. D'ailleurs, ADULACT, pour être précis, c'est l'acronyme Association pour les développeurs utilisateurs de logiciels libres dans les administrations collectives territoriales. J'ai tout dit, je peux partir. On travaille avec les collectivités de toutes les dimensions, de la plus petite à la plus grande. Alors ça se mesure après, en fait, un mot sur le modèle économique de l'association. D'ailleurs, qui dit modèle économique, derrière, il y a modèle économique du logiciel libre. C'est intéressant aussi de parler de ça. Vous êtes une majorité d'entreprises ici présents et du coup, c'est aussi intéressant de parler de modèle économique. Comment est-ce qu'on peut vivre du logiciel libre? Nous, notre modèle est simple, c'est l'adhésion à l'association. Donc la collectivité, elle est intéressée par ce qu'on fait, soit pour soutenir, soit pour utiliser nos travaux ou travailler avec nous. Ça va être, j'adhère au conseil municipal ou que sais-je, parce que quand je dis collectivité, ça va de la mairie au département, la région, le PCI, la communauté de communes, ou le CCAS, ou tous ces syndicats informatiques au niveau départemental, tous ces gens-là sont des collectivités qui vont être intéressés de parler informatique libre, et on va parler de ça. Alors, je disais, on est sur toute la France. Une petite commune de moins de 1000 habitants, par exemple, ça va lui coûter 100 € par an pour bénéficier de nos services. On va zoomer tout à l'heure là-dessus. La ville de Paris, c'est 6 000 €. Voilà, on a l'État français est adhérent à l'association française au travers de la direction informatique du numérique, la DINUM. Donc, on ratisse large, j'allais dire. Alors on va parler de ça tout à l'heure. Zoomons encore sur quelques chiffres, disais-je. Pour être précis, aujourd'hui, on doit avoir 436 membres. Alors, je suis obligé de préciser ce que veut dire un membre direct. C'est les 420 ou plus, là, les 436 adhérents. C'est la collectivité qui adhère, c'est-à-dire qui fait le chèque à l'association pour dire « je suis membre de l'association ». Mais derrière cette notion d'adhésion, il y a parfois la notion de « je mutualise mon adhésion ». Je parlais d'une communauté de communes et c'est 30 communes. La communauté de communes décide d'adhérer, c'est elle qui fait le chèque, hein, mais derrière, il y a 30 communes qui en bénéficient, plus 30. Il y a des syndicats informatiques qui sont au niveau de toutes les communes d'un département, ou de toute une région. Je vais citer le GIP Arnia de Bourgogne-Franche-Comté, c'est 1800 communes qui vont adhérer à l'association au travers de... Donc c'est pour ça qu'on touche plus de 10 000 collectivités au travers de ces 436 membres. Alors effectivement, si je fais la somme de tout ça, 59 millions de citoyens, mais ça c'est juste pour frimer. Je vous disais le service aux adhérents, donc on a une dizaine de services qui sont mis à disposition. Alors, vous voyez, quand on voit les services qu'il y a là, je vous parlais des métiers des collectivités. On sort d'une conférence sur le marché public, nous avons une plateforme de marché public qu'on met à disposition des membres. Et voyez l'intérêt, les 100 € là, j'ai droit à tout ça gratuitement. Enfin, gratuitement, j'ai mis 100 € sur la table par an et j'ai accès à tous ces services. Une collectivité qui doit s'abonner à une plateforme de marché public, ça n'existe pas, hein, une offre à 100 € par an. Ça fait partie du modèle économique. Pourquoi on y arrive? Parce qu'on mutualise au niveau national, vous voyez, les 10 000 collectivités. Et cette plateforme de marché public, bien sûr, c'est un logiciel libre, c'est l'association
qui paye une entreprise, et on va zoomer tout à l'heure sur cette notion de lien des logiciels libres avec les entreprises, c'est l'association qui paye cette entreprise, contrat de maintenance pour l'hébergement, pour le bon fonctionnement tous les jours, même la hotline si le besoin est, pour répondre aux besoins des collectivités d'un côté, mais des entreprises, parce que c'est une plateforme publique de l'autre. Alors j'aurais voulu faire un zoom sur les deux qui sont soulignés ici. Derrière chacun de ces outils, il y a une entreprise, souvent un éditeur de logiciels, là c'est Atexo dans le cas du marché public, c'est lui qu'on paye. Mais ça va être Libriciel derrière le cartable de l'élu ou la remontée citoyenne, c'est une autre entreprise. Et puis il y a des cas particuliers, je vous disais qu'on avait des liens très forts avec l'État. Les formulaires en ligne, ça s'appelle démarche simplifiée. Vous connaissez peut-être en tant que citoyen, tout simplement, parce que vous avez été appelé à travailler avec, ou à répondre à un formulaire X ou Y, que ce soit pour la famille ou que ce soit pour l'école ou que sais-je. C'était peut-être un formulaire d'État qui s'appelle démarche simplifiée. C'est un logiciel libre qui a été développé par les services de l'État et qui est mis à disposition des services de l'État, les ministères, etc. Services de l'État d'un côté, collectivité de l'autre, vous le savez, ce n'est pas la même chose. Au début, on a dit, l'État a décidé, on va être large, on va ouvrir ça à tout le monde. Et puis, non, au bout de quelques années, ils se sont dit, oh là, les collectivités, elles sont nombreuses, oh là, elles posent des questions compliquées, oh là, on ne sait pas comment les faire payer surtout. Le ministère de l'Intérieur, il met 200 000 € tous les ans pour avoir le droit d'utiliser ce logiciel, par exemple. C'est un générateur de formulaires, donc je fais les formulaires. Pour la journée citoyenne des jeunes 18 ans, là, je vais sur le formulaire démarche simplifiée qui a été fait par le ministère des Armées pour ce cas-là. Un parmi d'autres. Et puis, donc, le jour où l'État a dit « Ah, les collectivités, elles sont trop nombreuses, déjà, c'est compliqué ils ont fermé la porte. Puis des collectivités, non, vous n'utilisez plus des démarche simplifiée de l'État, qu'est-ce qu'on fait ?» On se connaît depuis très longtemps avec l'État, on va se rapprocher d'Adulat. Eux ont un modèle économique, ils savent comment les faire payer, vous aurez compris. Et ils savent ce que c'est que les collectivités, ils savent répondre à leurs questions, ils connaissent les gens du terrain. On travaille ensemble. Nous avons donc repris le logiciel démarche simplifiée, le logiciel libre qui est sur GitHub. On l'a instancié avec l'aide d'un prestataire. Donc là encore, la relation avec l'entreprise, un prestataire dont la spécialité est de développer en Ruby, parce que c'est du Ruby on Rails. Il développe en Ruby, très bien, on le prend, il nous aide à mettre tout ça sur des machines, à faire l'hébergement. Nous payons ce prestataire pour faire ce travail-là avec ce code source-là. Donc vous avez compris, d'un côté l'État fait le code source, de l'autre côté on a un prestataire qui nous aide à mettre ça en place, et on offre ça à nos collectivités membres. Donc même la petite commune de 100 à 100 € par an qui a moins de 1000 habitants, elle bénéficie de ce genre de service. Un peu sophistiqué quand même si ça s'appelle simplifié. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de noter la notion de, allez, je le dis, vrai logiciel libre. Vous avez le Canada Dry du logiciel libre. Pourquoi je parle de ça? Du côté d'Inum, l'État, il y a une dizaine de développeurs, trapus de chez trapus, qui développent ce truc-là. Et c'est des bestias. Ils sont vraiment très bons et c'est un très beau logiciel. Mais, quand ils ont commencé à bosser pour eux, avec eux et pour les services de l'État, ils étaient dans leur monde, dans leur bulle, à développer ensemble un logiciel fait par l'État pour l'État, ok. Et on travaille entre nous. On n'est pas du tout dans un objectif ni de mutualisation, ni de collaboration, ni de coopération quelle qu'elle soit, pour dire tiens, il y a un truc qui nous est demandé à l'extérieur, on va le faire comme ci, comme... Non, on travaille entre nous, ils se voient tous les jours, les gars, que ce soit en local ou à distance, pour bosser sur leurs besoins à eux. Quand nous, on débarque et qu'on récupère le code source de ce logiciel, je vous donne un exemple très simple, on prend le logiciel, on l'installe, qu'est-ce qu'on voit? La Marianne, bien évidemment, c'est un logiciel de l'État. La Marianne, en haut à gauche de ma page web, du formulaire, hard-codé dans le code. Je suis obligé de hacker ce truc-là. Et ça, multiplié par des dizaines et des dizaines de trucs hard-codés, des URL, des trucs, des machins, peu importe, on a transformé tout ça pour faire quelque chose de configurable parce que notre objectif à nous,
Il n'est pas de devenir le pendant de l'État pour les collectivités, sous-entendu, je ne veux pas être le monopolisateur de démarches simplifiées pour les collectivités. Je veux l'offrir à mes membres, vous avez vu, 10 000 collectivités potentiellement peuvent utiliser ce truc-là par Adulact, mais des collectivités, il y en a plus de 150 000, donc on a encore du chemin à faire. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ce logiciel libre-là existe, se diffuse et continue de travailler, soit utile, à moindre frais, économie d'argent public, pour un maximum de collectivités. Et je vous ai parlé de ces syndicats départementaux, régionaux, qui, eux, ont des centaines ou des milliers de petites communes ou diverses et variées, et qui veulent rendre des services à ces gens-là. Notre objectif à l'association, ça a été et c'est d'essuyer les plâtres de ce pseudo-logiciel libre, le Canada Dry, ce pseudo-logiciel libre, pour en faire un vrai logiciel libre communautaire, avec une communauté de développeurs, pas seulement les 10 trapus de la DINUM, pour permettre à ces syndicats informatiques, à ces structures mutualisantes partout en France, de reprendre eux aussi le logiciel libre, de l'installer sur leur machine dans leur salle blanche, pour faire en sorte que sur ce territoire-là, on a notre démarche simplifiée et on va pouvoir le connecter avec nos outils déjà en place, parce qu'il y a besoin effectivement d'interconnecter tout ça. Il y a de l'interaction, vous avez généré un formulaire, mon formulaire il va arriver quelque part, signature électronique, je ne sais pas quoi, bref. Et ça, l'outil de signature électronique, moi je ne le gère pas. Il est sur ce territoire-là, c'est tel outil qui est utilisé, sur tel autre, c'est tel autre outil. Donc, je leur offre l'autonomie. Nous, tout ce qu'on fait dans l'association, c'est rendre la chose communautaire, alors qu'elle ne l'était pas au début. C'est pour ça que j'ose dire qu'on a transformé ce pseudo-logiciel libre en un vrai logiciel libre qui est aujourd'hui le résultat d'une communauté. Donc voilà pour la première belle histoire. Moi, je vous ai promis de vous raconter des belles histoires. Ça a plu à Axel Or, je raconte des belles histoires. Deuxième belle histoire, si vous me le permettez, le tiers de télétransmission. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça s'appelle le contrôle de l'égalité. Je vous ramène 15 ans en arrière. Le contrôle de l'égalité, c'est... Tout le monde sait ce que c'est qu'un conseil municipal. Les élus se réunissent, prennent des décisions. Ça s'appelle des délibérations. Et ces délibérations, en sortie de conseil municipal, elles sont systématiquement envoyées au service de l'État pour vérifier si on n'est pas en train de dire des conneries ou de prendre des mauvaises décisions. Ça s'appelle, c'est le contrôle de l'égalité. Je reviens 15 ans en arrière, disais-je. Ce contrôle d'égalité se faisait avec du papier. La secrétaire de mairie, elle ressortait avec sa pile de documents imprimés, signés par le maire. Elle prenait ça, elle allait à pied ou en voiture ou comme elle voulait à la préfecture. Elle se fait tamponner les 15 documents qui sont les 15 délibérations en sortie du conseil municipal. Je dis 15, ça peut être 350 si je suis dans un département. Toutes les collectivités sont les 150 000 dont je parlais sont concernées par cette mécanique. Donc, plutôt que de faire ça avec le coup de tampon, et le coup de tampon, pardon, il est eurodaté, il sert à dire l'État, en l'occurrence la préfecture, a 2 mois pour dire c'est légal, pas légal. Si elle ne répond pas dans les 2 mois, ben c'est bon, je peux y aller, mon truc est qualifié de légal. Sinon, elle fait des remarques, des trucs, des machins, c'est le boulot des services de l'État de revenir vers la collectivité en disant non, là, ça, tu ne peux pas faire. 15 ans en arrière, disais-je, l'État, le ministère de l'Intérieur qui pilote tout ça, qui pilote les préfectures, décide de dire on va arrêter avec le papier, on va arrêter avec les déplacements à la préfecture, on enlève des gens de la préfecture, d'ailleurs vous l'aurez compris au passage, et je transforme tout ça en de la dématérialisation, encore une fois. Donc on est en 2005 là. On va dématérialiser tout ça. Pour ça, le ministère de l'Intérieur a produit un cahier des charges avec l'aide, ni plus ni moins, d'ailleurs ils sont à côté, la Caisse des dépôts et consignations. Ils ont monté ce projet de dématérialisation du contrôle de l'égalité. Donc tes documents, c'est des PDF, tu vas les poster sur une plateforme sécurisée homologuée par nous, ministère de l'Intérieur, comme quoi elle répond bien à tout plein de services de sécurité, de tout ce qui va bien pour que ça fonctionne. Et ça arrive dans la bonne préfecture au bout du compte, et moi, j'ai plus rien, j'attends. Le coup de tampon, il est électronique, et dans les 2 mois, j'aurai la réponse automatiquement, sinon il y a des échanges qui se font, enfin bref. Tout ça est dématérialisé à 100%. Très bien. La Caisse des dépôts et consignations. On ne joue pas d'un cours des petits, là. Le ministère de l'Intérieur travaille avec eux, ils travaillent tellement bien, donc ils sortent ce qu'il y a des charges, et ils sortent aussi une plateforme, tant qu'à faire, autant mettre la plateforme en place. Et ils montent une entreprise, la Caisse des dépôts monte une entreprise pour porter ce projet-là et faire en sorte que voilà la première plateforme de dématérialisation des actes. Mais il n'y a aucune réserve, ce n'est pas réservé à la Caisse des dépôts, c'était seulement les premiers à faire. Pour la petite histoire,
ils ont appelé leur logiciel FAST. Et le nom de la boîte qui s'est montée derrière s'appelait FAST aussi. Alors, comme on est très taquin, quand on s'est réunis avec les élus qui nous ont contactés, la Caisse des dépôts sort un truc là, qui va s'appeler FAST, on a regardé combien ça nous coûterait, c'est cher. C'était genre 20 000 € par an pour un département, par exemple, qui voulait dématérialiser les actes administratifs. 20 000 € par an, c'est de l'argent public. Hein. Alors pour un département, ce n'est pas grand-chose, mais ça, multiplié par 150 000 collectés, vous voyez l'idée. Donc on s'est réunis avec les premiers élus qui nous ont contactés à l'époque pour nous faire remarquer ce truc-là, pour dire ça va être cher, il faudrait faire du logiciel libre, ce serait bien, trouvons quelque chose. Et on a trouvé quelque chose. On a trouvé une entreprise d'ailleurs dont c'était le métier de travailler dans les collectivités et de faire de la sécurité. Et on a monté une boîte, pas une boîte, un logiciel. Nous, on n'est pas une boîte, la boîte existait déjà. Donc une entreprise dont c'est le métier de faire du développement sécurisé. Et on a développé un logiciel concurrent de FAST, mais qui respectait le cahier des charges. Alors je disais, on est taquin, on l'a appelé Slow. Ça a bien marché, croyez-moi. Puisque il y a 15 ans, quand on appelait une collectivité, appelait une préfecture pour dire comment je fais pour faire le contrôle d'égalité, machin, ils envoyaient sur la caisse dépôt FAST, hein, avec les tarifs qu'elle avait avec. Aujourd'hui, c'est le contraire, ils envoient sur Slow. On est numéro 1 en France, pardon du peu. Et ça, il aura fallu 15 ans pour le prouver, parce que tout ça prend du temps. Alors oui, je n'ai pas fini de lire mon histoire, mais la boîte FAST, comme on a fait un petit peu chuter les prix avec nos logiciels libres, elle n'existe plus, pardon, que le meilleur gagne, voilà. Et on a gagné. Et c'est la conclusion de mon histoire, la morale de mon histoire, c'est la suivante. C'est ce que je voudrais qu'on retienne de ces jolies histoires à raconter. Quand je reviens sur des vieux métiers, je vous rappelle qu'on travaille sur les métiers des collectivités. En 2003, avec la mairie d'Arles, on avait aidé à fabriquer un logiciel de cimetière. Ok, il existe aujourd'hui, il y a Open Cimetière. Les mauvaises langues parlent de le logiciel libre à tombeau ouvert, parenthèse fermée. Bref, Open Cimetière existe, mais on n'a pas attendu le logiciel libre pour faire des logiciels de cimetière. Ça fait 30 ans qu'on faisait des logiciels de cimetière. Et je parle d'une histoire bien il y a 20 ans, vous voyez. Enfin bref, tout ça est très vieux. On ne nous a pas attendu pour faire ça. Autrement dit, on n'a pas fait de razzia sur le monde du cimetière avec notre logiciel Open Cimetière, même si on a dépanné quelques collectivités. Hein. Avec les histoires d'argent, de trucs et de machins, c'est pas cher. Maintenant, l'histoire que je viens de raconter sur ce contrôle de l'égalité, vous voyez qu'on est, contrairement au cimetière, sur un nouveau métier. Autrement dit, en 2005, il y a une ligne de départ qui est dessinée par terre, production d'un cahier des charges pour répondre à un nouveau métier, allez-y. Messieurs les éditeurs, messieurs les entreprises, venez, on ouvre le marché pour faire ce contrôle de l'égalité. Et vous voyez qu'il y a du monde, les 170 000 collectivités qui attendent pour faire ça. On est tous sur la ligne de départ, les Berger-Levrault, les trucs, tous ces gros éditeurs bien connus du marché. Et nous, le petit du lac, parce que quand on a débarqué au ministère de l'Intérieur avec nos idées, là, c'est quoi le logiciel libre? Nous, on est des gens sérieux, on travaille avec la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, vous voyez, on était dans ce rapport-là. Donc, ligne de départ, tous ensemble, 10 ans plus tard, qui est numéro 1, le logiciel libre. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est de revoir l'histoire du début jusqu'à la fin, et de voir que quand on part à égalité, le logiciel libre gagne. Parce que je vous parle du contrôle d'égalité, mais derrière vient la signature électronique, numéro 1, logiciel libre. On va parler de gestion de flux métier, numéro 1, Pastel, logiciel libre. On va parler d'archivage électronique, je crois qu'on a tout dématérialisé, il faut continuer à archiver. Il faut des outils d'archivage électronique, numéro 1, logiciel libre à Zalae, partout en France, dans tous les départements dont c'est le métier. Bref, à chaque fois qu'on est ensemble sur une ligne de départ pour faire la chose, on travaille, on fait ce qu'on a à faire, on aide à faire. Alors nous, à Dulac, on ne fait rien, hein, je vous rassure. On fait travailler les entreprises dont c'est le métier de faire ces logiciels-là. Et c'est l'intérêt, je vais y venir après, de ce fameux comptoir du libre que je mettais en titre, de réunir les entreprises à un endroit où on va pouvoir exprimer notre savoir-faire. Alors, zoomons maintenant, enfin s'il n'y a pas de questions sur mon aventure de contrôle de l'égalité et de ligne jaune, vous aurez compris ma morale de l'histoire. Alors, les origines du comptoir, ça vient effectivement depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant qu'on existe, on a régulièrement, toutes les semaines, des coups de fil de collectivités qui nous demandent
Je dis n'importe quoi. J'ai une bibliothèque, je cherche un logiciel de bibliothèque. Est-ce que vous avez un logiciel libre pour faire ça? Si vous en avez un, est-ce que vous connaissez des collectivités qui l'utilisent déjà? On pourra dialoguer ensemble entre collègues. Tu l'utilises comment? T'en es content? T'as fait quoi dessus? Enfin, etc. Et enfin, moi je ne suis pas forcément informaticien dans ma collectivité, ou je n'ai pas les moyens d'avoir des informaticiens qui savent gérer ça. J'ai besoin d'un coup de main pour le faire, et c'est là où les prestataires interviennent. Et c'est là que le comptoir du libre intervient. Alors oui, pardon, tout ça, ça se fait au téléphone. Avant que le comptoir du libre n'existe, ça se fait au téléphone. C'est beaucoup de temps de perdu. On n'a pas l'historique de ce qui s'est dit. La collègue X au téléphone de Adulact répond à une collectivité, puis le lendemain, c'est une autre collègue qui va répondre peut-être la même chose. On a besoin d'enregistrer ces choses-là. Et en plus, on a envie de le faire ensemble. Quand je dis ensemble, c'est réunir des collectivités, mettre en contact les collectivités qui ont posé les mêmes questions. C'est comme ça qu'est né, disais-je, le comptoir du libre, avec aujourd'hui plus de 500 logiciels libres utilisés et utiles aux collectivités. Bon, plus de 1000 utilisateurs. Dans ces 1000 utilisateurs, il y a des collectivités, mais aussi des entreprises, parce que les collectivités sont invitées à y laisser leurs commentaires. Donc voilà une page typique. Le logiciel Lutèce, que vous connaissez, c'est un CRM le CRM de la ville de Paris, qu'ils ont mis sous licence libre. Donc un commentaire de la ville de Paris qui parle de son propre logiciel libre. Et surtout, là où je voulais en venir, des prestataires qui vont exprimer leur savoir-faire sur le logiciel en question. Donc là, une collectivité arrive, elle cherche un CRM, elle va trouver Lutèce, pourquoi pas. Elle va contacter là où les collectivités, parce que là c'est effectivement un peu cas particulier, j'en ai d'autres plus rigolos, où il y a plus de monde, je veux dire, public, pourquoi pas. D'ailleurs non, si, voilà, j'ai un certain nombre de collectivités qui utilisent déjà, et quand je suis connecté sur le comptoir du libre en tant que collectivité, je clique dessus. Alors, j'ose pas dire mini réseau social, mais je vais pouvoir rentrer en contact avec les autres collectivités et échanger avec elles. Et encore une fois, je discute entre collègues, et c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire-là. Bon, j'ai des cas d'usage, je peux décrire ce que fait le logiciel pour que chacun s'y retrouve, et puis avec les mots-clés qu'on met dans le moteur de recherche qui est en haut, c'est comme ça que je vais trouver le logiciel. Les témoignages qui vont bien, et les prestataires qui sont inscrits sur le comptoir pour donner un coup de main à la collectivité qui va, je veux installer public, je veux de la formation sur public, je veux de l'accompagnement sur public, je veux de la connexion avec d'autres logiciels entre public et d'autres logiciels. Bon, je ne sais pas si vous connaissez public, c'est un gestion relation citoyen qui permet de faire tout ce qu'on veut dans la collectivité, du formulaire justement à la prise de rendez-vous ou que sais-je. Donc, en conclusion de mon aventure de comptoir du libre, une entreprise est invitée à s'inscrire sur le comptoir du libre en tant qu'entreprise pour y déclarer ses compétences sur tel ou tel logiciel. Oui. Mais aussi de comprendre que lorsqu'on nous pose des questions, nous, à Adulact, on ne répond plus au téléphone, on envoie sur le comptoir du libre. Tu vas trouver ton bonheur, bibliothèque, moteur de recherche, tu vas trouver le logiciel de bibliothèque et tu vas trouver les entreprises pour t'accompagner au bout du compte. Donc, j'ai besoin des entreprises qui doivent s'inscrire sur le comptoir du libre pour aider les collectivités. C'est quoi mon objectif ultime, moi? C'est pas le vrai objectif, c'est pas de faire de la pub pour des entreprises, c'est de fiabiliser le monde des logiciels libres. Et pour le fiabiliser, j'ai besoin des compétences qui sont sur le territoire au travers des entreprises partout sur le territoire français. Parce que j'ai besoin de logiciels, encore une fois, c'est qu'un tas d'octets. Moi, je ne veux pas que mon agent de collectivité se retrouve face à un tas d'octets. Je veux lui offrir tous les services qu'on a dans un marché public. C'est pour ça que j'arrive au marché public. On a l'habitude, dans les collectivités, je poste un marché public et j'exige des choses et je veux que ces choses exigées, on m'y réponde. Et c'est là où les entreprises qui répondent à ces appels d'offres de marché public soient en mesure de répondre avec des logiciels libres en s'inscrivant là-dessus. Donc je vais pouvoir contacter les choses. Alors, peu de derniers petits mots sur le marché public proprement parlé. Savez-vous, alors vous savez sans doute, une collectivité qui publie un marché public, théoriquement, n'a pas le droit, je dis théoriquement parce qu'il y a n'a pas le droit de citer un logiciel, sauf pour un logiciel libre.
Je veux LibreOffice pour ma bureautique. C'est un logiciel libre, je le prends, je le télécharge, je l'installe. Par contre, j'ai besoin d'accompagnement, de formation, de mise en relation avec d'autres logiciels, etc. Je veux de la formation sur LibreOffice. Donc, dans mon marché public, je veux passer à LibreOffice, je vais pouvoir citer LibreOffice. Chose que je n'ai pas le droit de faire avec Microsoft Word. Alors, je sais qu'il y a des exceptions, qu'il y a des dérives, etc. Mais on parlait de marché public à la présentation d'avant, c'est la règle du jeu des marchés publics aujourd'hui en France. Donc, dans le logiciel libre, vous avez le droit de citer, c'est ce logiciel que je veux. On a des exemples, je me souviens d'un OpenENT qui était de la région Île-de-France, qui s'appelait OpenENT. Les ENT, vous savez, des environnements numériques de travail pour les écoles et les lycées. L'Île-de-France avait produit OpenENT, un logiciel libre de gestion de ces trucs-là. Et puis, d'autres régions voulaient l'utiliser. C'était la région Nord-Picardie là, qui voulait utiliser ce truc-là et qui avait fait ce que je suis en train de dire, un peu marché public, en citant le logiciel OpenENT. Et là-dessus, des grosses boîtes qui avaient l'habitude de bosser avec les lycées et les écoles sur ce métier-là, des ENT, ont contesté le marché. Ça s'est fini au tribunal. Et le tribunal a donné raison au service public qui avait demandé OpenENT. On a le droit parce que c'est le logiciel libre. La concurrence est donc libre et ouverte et tu peux répondre avec ce logiciel-là qui est exigé par la collectivité. Tout le monde peut le faire. Ça n'est pas un logiciel propriétaire à l'opposé de libre. Donc il n'y a pas faussage, comment on dit. On ne fausse pas la libre concurrence. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que vous allez tous parce que je vais avoir plein d'inscriptions d'entreprises sur le comptoir du libre et vous avez sûrement des questions. Moi j'ai une dernière question, c'est un concours, tant pis pour ceux qui partent en avance. J'ai un cadeau pour celui qui va le premier me dire le nombre de collectivités adhérentes aujourd'hui à l'association. Je l'ai dit. Raté. Pardon? J'ai entendu 436 par ici en premier. Bon, vous avez gagné le livre à du lac de nos 20 ans. Et bravo. Juste quand même une petite question. Parce qu'on parle beaucoup des collectivités, en fait. Aujourd'hui, tu parles justement de cette longévité, donc notamment 15 ans pour pouvoir avoir cette transformation, cette victoire. Pourquoi ça ne se globalise pas finalement, même à l'échelle finalement du privé? C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une grosse transformation du numérique dans l'open source pour tout ce qui est de collectivité et effectivement les marchés publics. Ce qui concerne maintenant le privé et le monde de l'industrie, par exemple. Alors, les modèles économiques sont différents. Quand une collectivité va investir pour la première fois dans l'échelle, là on a, je disais l'État, mais ça peut être j'ai plein d'exemples, la collectivité a démarré pour ses besoins propres tel ou tel logiciel. Alors, je vais citer par exemple le département du Rhône. Là, vous savez que les compétences département, c'est le social. Quand quelqu'un vient, et donc il y a des aides sociales, quand quelqu'un vient décéder sur un territoire, bon, on est encore dans les cimetières, systématiquement, les départements vérifient si la personne décédée, parce qu'ils sont systématiquement prévenus de tous les décès sur le territoire, il y a quelqu'un qui va fouiller dans la base de données métiers des aides sociales pour savoir si cette personne a reçu des aides sociales, et si besoin, puisqu'elle est décédée, il va falloir rembourser des sous qui avaient été avancés à cette personne. Donc les ayants droit, et qui dit ayant droit dit notaire, et du coup il y a des liens entre les notaires et les ayants droit pour... alors on parle de plusieurs millions d'euros par département, ça a l'air de rien, mais c'est le remboursement des aides sociales en cas de décès, je ne parle que de ça. Donc là encore, vous voyez un créneau hyper étroit, donc ça fait partie, c'est un premier élément de réponse, l'étroitesse du créneau, autrement dit un marché très restreint. Et ce métier dont je viens de parler là, le lien avec les notaires, il est tellement étroit que même les éditeurs métiers qui vendent pourtant leurs solutions à centaines de milliers d'euros pour gérer le social, ne traite pas ce problème-là. Ou alors, là encore, à des tarifs spécifiques, tu me rajoutes 6 zéros, enfin encore 6 chiffres et je te le fais. Donc les départements, ils n'ont pas les moyens de payer ça. Et aujourd'hui, ça va être 2, 3 agents, enfin ils estiment entre 1 et 2 agents hommes-an
Rien que pour cette histoire de recherche dont je parlais, là, retrouver dans la base de données les infos. C'est de la gabegie d'énergie humaine. Mais ils peuvent faire ça, ils ne peuvent pas mettre 100 000 € de plus sur la table pour avoir le... Donc, premier élément de réponse, disais-je, l'étroitesse du métier. Et résultat, le CD69 l'a fait. Ils ont développé ce truc-là qui répondait à ce besoin-là. Et puis, une fois qu'ils l'avaient fait, ils l'ont mis en production, super. Ah, mais comment on va maintenir ça à l'eau à du lac? On aimerait bien partager ça avec les autres départements qui ont tous le même problème. Et on va le faire. Et nous, on a repris la chose. On s'est allié avec une entreprise dont c'est le métier de gérer ce genre de choses, qui connaît déjà le monde du social dans les départements, qui est connu sur la place publique. En fait, on a fait voter les départements pour dire lequel on choisit. Et c'est celui-là, bien sûr, qui est sorti. Atoll CD, si vous connaissez, enfin bref. Qui a refondu le logiciel pour en faire quelque chose d'exploitable, de maintenable et de professionnel. Et depuis 5 ans maintenant, ce logiciel-là, il existe et il y a le tiers des départements en France qui utilisent cette solution. Donc le premier élément de réponse, c'est celui-là. Maintenant, le deuxième élément de réponse, c'est le modèle économique lui-même. Quand je suis une entreprise qui a l'habitude de vendre des licences, si je suis un éditeur, ou de ne travailler qu'avec, j'ai des compétences en interne, de travailler qu'avec des logiciels pas libres, ben, je vais le faire. Ce qui n'est pas le cas d'une collectivité. Une collectivité, elle n'a pas de fondement sur une compétence technique pointue. Même s'il y a quelques développeurs dans les grosses structures comme les départements ou les régions, c'est un épiphénomène quand même. Donc c'est ça qui va faire la différence. Le jour où on a envie de se lancer, plus du PHP, ça va être du Java ou du Ruby, elle s'en fout la collectivité. Elle ne paye pas ses agents pour être spécialiste high-tech du Ruby. Alors qu'une entreprise, en général, a une compétence bien précise sur un sujet donné. D'abord un métier et ensuite une technologie. Bonjour. À l'aide de votre open source, le logiciel, vous exploitez avec le système Linux et le web Apache alors. On connaît Linux, on connaît Apache, mais c'est pas notre métier. D'accord. Notre métier, c'est le cimetière. D'accord. Merci. Oui. Bonjour. On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle générative, des LLM, voilà. Et est-ce que vous avez déjà des demandes à ce niveau-là et ça se situe comment? Alors, on n'a pas de demande à ce niveau-là. Par contre, alors là, c'est mon expérience personnelle qui me fait vous répondre. Il se trouve que nous sommes basés à Montpellier, et Montpellier, la première ville de France à avoir décidé, pour des raisons purement éthiques, d'interdire l'utilisation de ChatGPT dans ses services. Et en parallèle, ils ont monté un groupement d'experts, dont j'ai l'honneur de faire partie en tant qu'expert logiciel libre, dans les services publics justement, pour monter à terme une intelligence artificielle locale. Il se trouve que Montpellier a beaucoup investi depuis des années dans la santé, donc il y a la cité de la santé, enfin, etc., etc. Donc beaucoup de données depuis des années. Et là, il y a un consortium d'entreprises qui est en train de se monter pour faire ça. Et à la hauteur de mes moyens, j'essaie en fait que tout ça soit sous licence libre. Parce que vous allez faire aussi des erreurs, parce que hier soir, ils ont parlé, il y a une communauté publique qui utilisait par exemple l'assurance mutuelle. Ils ont beaucoup d'erreurs, c'est pour cette raison ils n'osaient pas l'utiliser. Ben, ça ne m'étonne pas, effectivement. Avec l'intelligence artificielle, je dis. Tout à fait. C'est un vrai problème aujourd'hui de savoir quel métier va être utilisé et comment avec cette intelligence artificielle, puisque même des gens peuvent l'utiliser sans que les supérieurs le sachent, et de comment a été faite la décision ultime qui vient de ChatGPT, et peut-être avec des erreurs. Bon, enfin bref, c'est un sujet annexe, mais non, on n'a pas beaucoup de demandes de ce côté-là. Ils ont expliqué hier soir, c'est-à-dire que si par exemple les patients ont demandé les factures, tout ça, il y a derrière, il y a un moniteur qui corrige les chats GPT. Voilà. Bon, bah, tant mieux. Pas d'autres questions? Eh bien, merci. Merci beaucoup, Pascal.